Il y a derrière moi 1500 mètres carrés d'étal de viande, de poissons, de bento, de fruits et de légumes. Bienvenue dans un supermarché au Japon. Ce n'est pas pour rien si sur les chaînes Louis-san et TV Louis, les deux vidéos les plus vues de chaque chaîne, c'est une vidéo sur le supermarché. Parce que le supermarché, c'est quelque chose de culturellement exceptionnel. C'est sûrement le lieu qui représente le plus la population et les cultures d'un pays. Vraiment, si vous voulez en savoir plus sur une nation, allez dans leur supermarché. Introduit en 1953, le Seupa a très rapidement gagné en popularité auprès des Japonais. Et il existe aujourd'hui plus de 20 000 supermarchés à travers l'archipel. Mais comme vous le savez, dans les supermarchés au Japon, c'est interdit de filmer. Donc on va essayer de rester discret. Je plaisante! Aujourd'hui, j'ai privatisé le lieu. On est juste avant l'horaire d'ouverture, il est extrêmement tôt le matin. Je suis à Beniseupa Sannoten, dans le quartier de Adachi à Tokyo. C'est un supermarché de quartier résidentiel vraiment tout à fait basique. 私ベニースーパーのマネージャーをしております花澤と申します。よろしくお願いいたします。 Les différences, elles commencent déjà dès l'entrée tout simplement parce que là on a en gros le nom du supermarché Beniseupa, mais ici on se trouve sur le parking. C'est assez petit, je veux dire il n'y a pas énormément de place de parking. Mais là, que se passe-t-il? Il y a cette machine, regardez, c'est une machine pour recycler en fait tes bouteilles. Donc tu vois, tu peux mettre tes bouteilles plastiques quand tu viens, et très intéressant. La machine a des horaires, hein. Je veux dire ça c'est la spécialité japonaise. La machine elle se réveille à 9h30 et elle termine à 20h, exactement les mêmes horaires que le supermarché. Mais surtout, là on peut voir que tu peux cumuler des points et en fait avec ça tu peux récupérer au bout d'un moment 100 yens sur tes courses. Donc en fait ça fait partie du marketing des courses cette machine. Ils sont très forts, ils sont très forts. Autre chose que vous avez peut-être remarqué, ou plutôt que vous n'avez pas remarqué, c'est l'absence tout simplement de caddies. Les caddies métalliques, il n'y en a juste pas. À l'intérieur, on voit il y a des paniers, mais pas de caddies métalliques. Et pour ça, il y a 3 raisons. La première, c'est que les caddies ils sont beaucoup trop gros au Japon pour passer dans les allées d'un supermarché. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont vraiment très gros et du coup ça passe, mais des petits supermarchés de quartier comme ça, c'est trop étroit. La seconde raison, c'est que les Japonais, ils ont un panier moyen qui est beaucoup moins gros et volumineux que celui des Français. Et enfin, troisième raison, c'est surtout parce que le panier de courses au Japon, il fait partie intégrante de la logistique du magasin, surtout pour le passage en caisse. Au niveau des caisses, on pourrait croire qu'en apparence, il n'y a aucune différence. Mais, il ne peut tout simplement pas y en avoir plus. Le conseil basique quand tu arrives au Japon, c'est d'apprendre quelques phrases toutes faites. Et c'est très bien pour survivre. Tu vas pouvoir demander où sont les toilettes, dire merci, etc. Mais quand on va te poser une question comme par exemple Ohashi irimasu ka ou encore Rejibukuro go ryou desu ka, là, c'est la grande PLS des étrangers. Et pourtant, c'est juste une question où il faut répondre par oui ou par non. Donc fondamentalement, c'est pas dur d'y répondre. La première phrase, c'était pour te proposer des baguettes. Et la deuxième, c'est pour te proposer un sac plastique, qui est d'ailleurs payant. Les exercices de prononciation avec Rosetta Stone, je les ai vraiment rabâchés. Mais il y a aussi quasiment plus important, c'est la compréhension. Et donc si tu veux habituer ton oreille, tu as leurs histoires et aussi leurs compagnons audio pour bosser ça. Oui, j'ai mon téléphone juste ici. En plus, Rosetta Stone te propose plein de thématiques différentes qui te permettent de préparer au mieux ton voyage. Je veux dire, il y a carrément la thématique voyage, donc au bout d'un moment, tu peux pas faire mieux. Et d'ailleurs, si jamais tu galères avec les kana, qui est le syllabaire japonais, qui soit dit en passant est totalement intolérable de galérer là-dessus, tu peux quand même les désactiver pour passer sur les romaji, donc l'alphabet latin qu'on connaît bien. Mais attendez, parce que cette fois-ci, l'offre, elle est beaucoup plus adaptée pour vous. Parce que pour tous ceux qui viennent bientôt au Japon ou alors qui veulent se lancer dans l'apprentissage du japonais, l'abonnement à vie pour une langue est à 99 € à vie, comme je l'ai dit, à vie. Pour ce prix-là, tu peux choisir une langue parmi les 25 disponibles sur Rosetta Stone. C'est vraiment la meilleure offre possible, autant dans son fonctionnement que financièrement. Merci d'ailleurs pour vos commentaires et vos retours sur Rosetta Stone, ça fait très plaisir. Rosetta Stone est très content et du coup, moi aussi. Vous mettez directement le panier sur le comptoir, il n'y a tout simplement pas de tapis, et c'est au caissier ou à la caissière de prendre le produit depuis votre panier, de le biper et de le placer juste ici. Oh là là, ils sont même pas capables de sortir eux-mêmes leurs produits. Sachez que c'est juste une question d'optimisation. Parce que qu'on soit en France ou au Japon, quoi qu'il arrive, le caissier ou la caissière, il va prendre le produit et le passer de l'autre côté. Le mouvement est exactement le même. Mais la différence ne s'arrête pas là, parce que le produit que j'ai pris tout à l'heure, eh bien, vous allez le biper et le passer dans un autre panier. Et oui, il ne sera pas non plus sur le comptoir. Sauf que le caissier japonais, lorsqu'il va prendre les produits, les biper et les passer dans l'autre panier, il va les placer super intelligemment. Déjà, ils font attention à ce que les produits lourds eh bien, ne viennent pas écraser des produits comme les œufs ou les fruits et légumes. Vraiment, c'est un agencement de malade mental qu'ils font juste ici. Une fois que les scans sont terminés et que le panier est ordonné, c'est à ce moment-là que vous pouvez demander éventuellement des sacs plastiques. Mais le plus souvent, c'est la personne qui est directement à la caisse qui va vous le proposer. Rejibukuro go ryou desu ka? Et vous dites non, parce que vous avez été intelligent, vous avez pris votre sac, hein? Vous n'êtes pas comme moi, et vous n'oubliez pas une fois sur deux votre sac tote bag. Soit dit en passant, le sac plastique est à 3 ou 5 yens au Japon en fonction de sa taille. Taille M, c'est 3 yens, taille L, c'est 5 yens. Les gros sont toujours taxés au Japon. Mais maintenant,
là où vraiment tout se passe. C'est qu'une fois que tout est scanné, tout est placé et que tout est payé, eh bien, vous n'allez pas mettre ça en fait directement dans le cabas, ça aurait été stupide, sinon il n'y aurait pas eu d'intérêt à le placer comme ça intelligemment dans le panier. C'est que le client, il va prendre le panier comme ceci, et il va se déplacer là. Et là, vous voyez, il y a un comptoir qui est disponible pour que les clients, tranquillement, une fois après avoir payé, ils puissent prendre le contenu de leur panier et le mettre dans leur sac. Et comme ça ne bouchonne pas et tu n'es pas en stress absolu ici, en train de stresser. Là, tu vois le prix, tu payes en même temps, tu mets dans ton cabas, t'es en galère de fou, ils te demandent des trucs, non. Stop! Et tu as même quelque chose à disposition, voilà. Alors, le premier, c'est le sachet plastique. Vous allez me demander, attends, mais c'est bizarre, t'as déjà demandé un sac plastique juste avant. Sachet plastique, pas sac plastique. Ce rouleau, en fait, il est là juste pour emballer, oui, encore une fois, emballer les produits comme par exemple des sashimi. Le sashimi, fatalement, il peut y avoir du jus. Et du jus dans ton sac, t'es pas content d'en avoir, croyez-moi, ça m'est déjà arrivé, t'es pas content. Comme c'est du plastique, tu vas galérer à le saisir et tu sais, à déplier le truc là. Donc au lieu de lécher vulgairement ton doigt, tu as à disposition ceci. Ça permet de mouiller tes doigts. Je sais pas si c'est hygiéniquement très correct. Le truc balle de ping-pong, pour moi, c'est ce que je vois au Japon depuis que je suis tout petit. Le système n'a pas changé. Mesdames et messieurs, on me dit dans l'oreillette qu'apparemment, avant le Corona, c'était de l'eau. Sauf que là, oh oui, effectivement, ils ont mis du whisky maintenant. Non, je plaisante, ils mettent de l'alcool. Donc, tu as ton panier, tu as ton sachet plastique, tu as ton mouille-doigt. Le troisième élément, effectivement, c'est la poubelle, même si là, elle n'est pas présente. Ça sert surtout à jeter le surplus d'emballage plastique que tu peux éventuellement avoir et surtout le reçu. Voilà, c'est vraiment une poubelle à reçu, littéralement. Tu as même, ici, j'ai remarqué une petite ficelle, là. Éventuellement, tu veux nouer des sacs. Écoutez, chez moi, il n'y en a plus. Je sais pas pourquoi c'est là. Faut pas me poser la question. Voilà, maintenant, vous connaissez le fonctionnement complet d'une caisse au Japon et objectivement, c'est 100 fois mieux fait qu'en France. Je veux dire, le fait de pas galérer, en fait, au niveau de la caisse, à mettre dans ton cabas en même temps de payer et donc, du coup, d'être stressé et le fait, voilà. Là, comme ça, en fait, tu peux éviter beaucoup plus de monde. Personne ne stresse. Franchement, c'est trop pratique. Lorsqu'on rentre dans un supermarché au Japon, pas de vigile, pas de contrôle de sac et on va prendre un caddie qui est juste derrière. J'ai dit qu'il n'y avait pas de caddie. En fait, il y a des caddies, mais c'est plutôt des porte-paniers. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec la taille d'un caddie qu'on a en France. Me parlez pas de ça, s'il vous plaît. Non, à un moment donné, ça c'est un truc pour enfants. Avant même de prendre les paniers, là, je suis obligé de vous parler de cette machine. Cette machine, en fait, c'est pour les yakimo, c'est pour les patates douces. C'est super bon en hiver, c'est un pur kiff. Par contre, c'est extrêmement lourd dans le ventre. Donc voilà mon porte-panier qui est prêt, j'ai 2 paniers qui sont alignés et lorsqu'on rentre dans un supermarché au Japon, vraiment la première chose sur laquelle on tombe, c'est ceci. Alors déjà, première chose que vous avez tous remarqué, c'est très emballé et heureusement on a des explications. ラップするとかトレーに入れるとか衛生面もありましてラベルをつけるんですね。プライスカードをつけるのに直接商品につけるんではなくて1回巻いた上につけるとかいうようななんていうのかな作業のやり方をしてます。 C'est qu'en fait, au Japon, si vous voulez, il y a une association qui s'appelle la JA et qui contrôle extrêmement sévèrement les fruits. Ils contrôlent forcément leur taille, leur propreté et aussi le taux de sucre. Ça, en fait, ça impose les agriculteurs d'avoir des normes forcément très très sévères. Et justement, en parlant des agriculteurs, au Japon, ils ont en moyenne 1,9 hectares contre 63 en France. Donc fatalement, ils sont obligés de se concentrer sur la qualité de production, en fait, plutôt que la quantité, parce qu'ils peuvent tout simplement pas avoir de quantité. Ce qui fait que les produits deviennent très précieux, ce qui fait encore fatalement que les produits sont emballés. Je vais poser mon panier juste ici, mais sachez que ce genre de choses, même si vous pouvez le faire en France, au Japon, ça se fait pas du tout. C'est-à-dire que tu peux pas lâcher ton panier dans une allée et aller compléter ton truc et revenir ici. Ça se fait pas du tout. On arrive sur la partie légumes et là, on peut voir ça là. C'est ce que tient qu'un artichaut dans sa main sur le jeu Pokémon. Et non, ce n'est pas un artichaut, c'est un poireau non plus. C'est un oignon japonais qu'on appelle negi et c'est la rockstar des produits japonais en termes de légumes. C'est vraiment le logo des courses. Même Saitama, vous avez vu dans l'anime One Punch Man, il a ça lorsqu'il va faire les courses. Et on a également le daikon. C'est la valeur sûre, t'y retournes toujours à chaque fois. Et le daikon, c'est ce que cultive Goku dans les animés, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout en France qui s'appelle carotte. Vraiment, voilà, je sais, je vous fais découvrir, voilà. Vous avez compris, il y a des carottes. Alors non, par contre, je tiens à vous dire un truc. Les aubergines, si vous le voyez juste ici, et bien en fait, déjà, elles sont beaucoup plus fines au Japon. Je parle d'aubergines. Et surtout, en fait, elles ont la tête, qui est pas verte. Et elle est au fait de la même couleur que le corps, qui est un peu, on va dire, violet sombre. Donc voilà, c'est des petites réflexions. On a quand même quelques melons qui se baladent juste ici, mais là, vraiment, en ce moment, celle qui cartonne, c'est la fraise. Là, vous voyez, les prix sont quand même vachement plus raisonnables. Et le goût de la fraise japonaise, c'est pas mal. Et même si on n'a pas aujourd'hui, je voulais quand même vous dire ça, en fait, c'est que le raisin au Japon, vraiment, je vous le conseille. Parce que le raisin japonais, il n'a pas le même goût que le raisin en France. Alors,
c'est quand même du raisin, je veux dire. Mais il y a une saveur qui est super différente et super agréable. Et les petits raisins, ils ne mangent pas la peau. C'est-à-dire qu'ils pressent comme ça. Et le morceau de raisin saute et vont directement dans la bouche. Et la peau, ils le mangent pas. Alors que c'est là où il y a toutes les vitamines, il y a tous les bons trucs. C'est dans la peau. Moi, je mange tout. Enfin, je veux dire, c'est un raisin à un moment donné. Mais les Japonais, non. Ils mangent ça, ils épluchent. Exactement, ils mangent ça comme des edamame. Bien vu, bien vu. Qu'est-ce qu'on a? On a des asperges. Ici, on a des togarashi, des piments. On a des choux-fleurs. Pourquoi il y a des choux-fleurs au Japon? On a aussi tout simplement. C'est des bottes. C'est des radis, ça? Ah, kabu, non, kabu, c'est des navets, pardon, c'est des navets. Oui, les concombres au Japon, ils sont beaucoup plus fins. Il y a des quelques picots dessus. Là, juste ici, on a le fameux Goya que j'ai goûté en vidéo. On dirait il est bon, mais non, il ne l'est pas. On a aussi un peu de l'or sur la présentation. Vous voyez encore une fois sur les quantités. C'est pas de la laitue, je crois que c'est de la sucrine qui est divisée du coup en 4. Là, on est sur des feuilles de shiso. C'est aussi quelque chose de très courant dans la cuisine japonaise. Et il y a un truc à savoir, c'est que si jamais vous en utilisez dans votre cuisine, avant de la servir, si vous la servez bien sûr comme ça, nature, il y a un petit mouvement à faire pour dégager les saveurs. Il s'agit tout simplement de claquer la feuille. C'est-à-dire que tu prends la feuille comme ça, tu la... C'est vraiment, ça libère les saveurs et c'est super efficace. Vous verrez, tous les chefs le font, c'est vraiment un tips voilà, à savoir. On a du okura aussi, ça c'est ce que j'adore, c'est le gombo en français. Donc ça c'est un truc qui a un peu une texture un peu gluante. Ah voilà, là on est sur des produits qui sont plus sexy. Le denkon, c'est la fleur de lotus, enfin la racine du lotus. Donc c'est pour ça qu'on retrouve les trous caractéristiques un petit peu qu'on connaît. C'est super bon, c'est croquant, c'est super agréable. On vient de me dire que ces épinards et du coup j'imagine ces légumes qui sont juste là en fait, ça vient carrément de cet arrondissement. Je vous rappelle qu'on est en plein Tokyo, c'est comme si je vous disais les légumes qui sont actuellement ici dans le supermarché à Paris viennent du 17e. Et marketingement, ce que les seupas japonais font très souvent, c'est de faire des réductions. Par exemple, le mardi, c'est réduction sur tous les fruits et légumes. Le mercredi, c'est réduction sur le poisson. Le jeudi, c'est réduction sur la viande. Et là, vous allez me dire, mais attendez, du coup, les Japonais, ils vont tous les jours au supermarché. Et ben, c'est exactement ce qui se passe. Tout à l'heure, je vous ai glissé discrètement une info. Le panier japonais moyen est beaucoup moins gros et volumineux que celui des Français. Effectivement, ce n'est pas que les Japonais mangent significativement moins, loin de là. C'est juste que les Japonais, ils font beaucoup plus souvent les courses. Si je me fie au site Statista, il n'y a que 10,8% de la population japonaise qui va au supermarché moins d'une fois par semaine. Et il y a quasiment la moitié de la population japonaise qui vont au supermarché quasiment tous les 2 jours, ce qui est par rapport aux habitudes françaises énorme. 極端に言うと1日に3回ぐらい来るとか、はい、本当に冷蔵庫代わりとして来るような方々がいらっしゃいます。 Alors comment les supermarchés japonais, les seupas, font en sorte que les Japonais fassent les courses tous les jours? La première réponse c'est bien évidemment les réductions, mais la vraie raison, c'est ceci. On est sur vraiment du 2-3 jours grand max, et comment ça se fait que les produits japonais pourrissent si vite? Est-ce qu'il y a une question d'humidité, une question de lobby? Eh bien la vérité, c'est qu'ils ne pourrissent pas plus vite que les autres. La confusion, elle vient de 2 termes japonais, le shoumikigen et le shouhikigen. Oui, ça se ressemble, mais c'est pas exactement la même chose. Alors, la confusion est d'autant plus grande que si on traduit en français, c'est tous les deux date limite de consommation, mais il y a une légère subtilité. Shoumikigen, c'est la date limite de consommation que la loi sur l'hygiène alimentaire exige sur tous les emballages des produits alimentaires japonais. Et c'est une date à partir de laquelle le produit est considéré comme moins savoureux lorsqu'il est consommé. Et le shouhikigen, c'est la date limite à partir de laquelle la consommation d'un aliment devient dangereuse. En France, j'ai déjà vu ça avec le à consommer avant le et à consommer de préférence avant le. Et le souci, c'est que le shoumikigen et le shouhikigen, eh bien la différence, les Japonais, ils sont pas trop au courant. Des aliments comme la viande, là il faut bien écouter la date, mais en revanche des produits comme des yaourts, des cookies ou une boîte de thon, eh bien ce qui est écrit dessus c'est le shoumikigen, et donc on peut aller bien au-delà de cette date. On va prendre l'exemple des œufs. Comme au Japon ils peuvent être consommés crus, eh bien le contrôle dessus est très sévère. On peut manger des œufs que 2 semaines après leur ponte, grand max. C'est ce qui est écrit sur les emballages, sauf que ça concerne que les œufs mangés crus. Si jamais vous le faites cuire, eh bien là vous pouvez aller jusqu'à 57 jours après la ponte. C'est super précis, 57 jours. Je sais pas pourquoi j'ai trouvé ça sur internet, genre 58, tu décèdes. Le souci, c'est comme je vous l'ai dit, ça, en fait, cette différence, c'est confus pour les Japonais. Et du coup, ils ont tendance à, lorsque quelque chose dépasse la date de péremption, la date qui est écrite sur justement l'emballage, ils vont tout simplement le jeter. Et c'est là où je me suis dit, mais du coup, le gaspillage alimentaire au Japon, il doit vraiment atteindre des sommets. Alors oui, il l'est, mais ironiquement, beaucoup moins qu'en France. Selon le ministère de l'Agriculture français, un Français en moyenne produit 150 kg de déchets alimentaires par an. C'est énorme. Et au Japon, selon le ministère de l'Environnement, on est seulement à 41,6 kg. Donc finalement, faire ses courses tous les jours, ça sensibiliserait plus au gaspillage alimentaire que faire ses courses 1 ou 2 fois par semaine. Oui, et moi aussi, j'étais personnellement assez choqué lorsque j'ai découvert les chiffres. Donc il semblerait que les Japonais soient beaucoup plus sérieux lorsqu'il s'agit de finir son assiette.
1時間ぐらい前から割引に入ります。第1段階は3割引きですとか。で、その最後の最後、半額ですとか。というような形で売ってしまいます。それを目当てに来るお客様もいらっしゃいます。ゼロになるのが一番いいんですけども、どうしても残るものがあります。それについては、翌日はもう廃棄になります。Le Japon a aussi une méthode infaillible pour te pousser à la consommation, c'est l'utilisation bien sûr de la musique, mais pas n'importe laquelle. Cette musique, elle te rentre dans le crâne vraiment et c'est incroyable parce que ça marche en plus. En fait, elle a un côté cheapos qui fait que tu te dis que les produits sont pas très chers. Eh bien, sachez que c'est exactement l'objectif de cette musique. C'est pour justement qu'on se dise ah les produits sont pas chers. Après il y a aussi carrément des cheat codes avec l'utilisation de la musique. Typiquement, en fait parfois ils utilisent la même musique mais ils accélèrent légèrement le rythme pendant les périodes par exemple la période du déjeuner ou du dîner pour que justement les clients en fait ils marchent plus vite et qu'ils débitent plus de clients. Je trouve ça incroyable comme technique. Et inversement, sur les périodes creuses, eh bien, ils ralentissent la musique pour que les gens en fait prennent plus leur temps et qu'ils soient plus à même de consommer quelque chose. Le fait que ça soit vraiment réellement utilisé, je trouve ça fou. Mais la musique dans les supermarchés japonais, c'est pas toujours quelque chose pour pousser à la consommation, c'est aussi de la tactique entre employés. Imaginez, là je suis dans un magasin qui s'appelle Itoyokado. Je suis caissier et je place plein de produits, etc. Blablabla. Sauf que je vois qu'il y a de plus en plus de clients. Des queues énormes se forment. Donc ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de dire dans le micro « Bonjour, un employé à la caisse 12 s'il vous plaît, la caisse 12, merci !» Au lieu de faire ça, je vais appuyer sur un bouton et ça va diffuser une musique différente que seuls les employés connaissent. C'est vraiment un signal en fait entre eux pour se dire ok là il y a trop de monde aux caisses, faut que tout le monde soit là pour débiter un maximum possible. Tu trouves vraiment cette subtilité incroyable. Je sais pas si d'autres pays font ça, mais en tout cas au Japon j'ai appris que c'était vrai et même les Japonais pour le coup ils ont été choqués parce que ça a buzzé sur Twitter, ils étaient vraiment choc-barre. On arrive dans le rayon viande et la première chose qu'on peut remarquer déjà c'est que tout est coupé super finement. やはりお肉いろんな形で、塊だけじゃなくてね、全部加工してあります。で結局用途別に、切ってます。 Alors oui, effectivement, au Japon, on utilise beaucoup les viandes en fait dans les sukiyaki, dans les shabu-shabu, et donc en fait, il faut que ça soit coupé finement. Et c'est vraiment considéré un peu plus comme un produit de luxe hein, finalement. La viande, on a rarement des gros morceaux. Enfin, je dis ça, forcément, il y en a un ici, mais vous voyez le prix là, il est assez conséquent. Et même là, la tranche, elle est quand même assez fine. Bon, vous avez bien vu, le persillage est absolument magnifique. On est au Japon, donc le produit, c'est bien sûr du wagyu. Et le wagyu, pour voilà, petit cours pour ceux qui n'ont pas suivi les dernières vidéos, le wagyu, en fait, il y a 4 races de bœuf japonais qui peuvent être considérées comme du wagyu. Il y a le kuroge, le akage, le mukaku et le tankaku. Ces 4 races-là uniquement sont du wagyu. Si vous êtes en dehors de ces 4 races, ce n'est pas du wagyu. Contrairement à ce que certains youtubeurs vous disent, comme par exemple Lousan, insupportable. Eh bien, en fait, lorsque vous achetez des steaks au Japon comme ceci, déjà je constate qu'il est à moins 20%, il y a toujours la composition qui est écrite. C'est-à-dire que tu peux savoir s'il y a pur bœuf, pas pur bœuf, et là typiquement, ce n'est pas pur bœuf. Ça, c'est un mélange bœuf-porc. Dans les supermarchés, c'est écrit, c'est dans les restaurants où il faut demander. Et souvent, tu peux avoir des mauvaises surprises. Sinon, après, bon voilà, c'est vraiment les mêmes choses, hein, classiques. Hein. On trouve de la viande de bœuf, de porc, de poulet. Eh, vous voyez, mine de rien, il y en a beaucoup qui pensent qu'on mange pas de viande au Japon. On mange que de la viande. Regardez le rayon, à quel point il est long de ouf. そうですね。ほぼほぼ半分なんですが、やはり若干多いのは魚だと思います。 Déjà, première chose très intéressante qu'on peut constater, il n'y a pas de glace. C'est que en fait avec des choses qui sont réfrigérées comme ça, on a des frigos constants. C'est vachement impressionnant. Là on retrouve des huîtres qui sont hors de leur coquille. C'est quand même toujours assez étrange de voir ça. Et je sais pas si bon là il est un peu tôt aussi le matin, mais au Japon on peut trouver vraiment des pièces entières qui sont exposées à même les clients. C'est-à-dire que tu peux vraiment trouver par exemple un red snapper comme ça et tu peux demander bien sûr à ce qu'il soit préparé. On a en fait les étals juste ici avec les produits qui sont déjà préparés dans les barquettes, mais derrière en fait il y a des préparations, il y a des poissonniers et des bouchers en fait qui préparent tout ça. Donc tu peux aussi leur demander parfois éventuellement si tu veux une préparation particulière, si tu veux autre chose, etc. Le saumon qui est au Japon beaucoup consommé, pas tellement cru finalement, le saumon il est plus consommé cuit, appelé shake, donc voilà c'est beaucoup consommé. Ah là on arrive sur des morceaux de thon. Le thon en fait il y a vraiment énormément de parties différentes au Japon qui sont présentées, hein. Tu peux avoir le akami, le tsuetoro, tu peux aussi avoir des pièges hein, comme par exemple avec la bonite. Les débutants quand ils connaissent pas en fait ils voient c'est rouge, ils se disent oh c'est du thon. Non parfois c'est de la bonite et c'est forcément beaucoup moins cher.
Là, on a quoi? On a des sejiko, donc du coup des œufs de poisson. Là, on a des tout petits poissons. Là, on a du ikura. Ah, c'est des shirasu. En vrai, on critique beaucoup les emballages, voilà, japonais, mais franchement, ça claque quand même, tu vois. Le petit polyester avec effet bois juste ici. Mais je voulais aussi apporter une précision, mais j'en ai pas trouvé. C'est sur le tataki. En France, le tataki, en fait, c'est une méthode de cuisson où tu vas juste vraiment très rapidement snacker le produit et tu vas surtout le mettre dans du vinaigre. Sauf que au Japon, le tataki, c'est pas du tout ça. Le tataki au Japon, en fait, c'est le fait de prendre un produit, comme par exemple le thon, tu prends les restes de thon, en fait, tu vas enlever toutes les bonnes parties, et bien tu vas hacher en fait tout le reste, tu vas l'agglutiner, et c'est ça qu'on appelle le tataki de thon. Et c'est super bon en fait, c'est beaucoup moins cher forcément vu que c'est des restes. Mais voilà, je voulais vous dire, faites pas la confusion. Et vu qu'on est sur le rayon poisson, forcément la suite logique juste après, regardez. C'est bien sûr les œufs, effectivement, les œufs, enfin, qui sont rôles. Non, bien sûr, c'est les sushis. Juste ici, on voit qu'il y a la préparation qui est juste en cours. J'ai envie de vous présenter aujourd'hui 3 sushis que vous ne connaissez pas en France et qui sont pourtant mais basico-basiques au Japon. Le premier, c'est ces énormes paquets là, voilà, un peu, on sait pas trop ce que c'est un peu douteux, tu te demandes à quoi ça ressemble. Il y en a vraiment littéralement partout là. Ce sont des inari sushi. Et le inari, c'est tout simplement de la peau de tofu et qu'on a fait mariner et du coup c'est sucré, c'est super bon. Et à l'intérieur, on a du riz vinaigré, donc c'est trop bien. Moi, ma mère, elle appelait ça des paquets cadeaux quand j'étais petit. Donc j'ai appelé ça toute ma vie des paquets cadeaux et j'ai appris mais des millénaires plus tard que ça s'appelait inari sushi. Et le deuxième truc, ce sont les makis. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé c'est quoi le maki originel? Genre le maki le plus authentique du Japon en termes de sushi? Eh bien, vous pensez thon, saumon, ni l'un ni l'autre. En fait, si tu allais à l'époque Edo et tu demandais juste des makis s'il vous plaît, par défaut, on va penser que tu parles de kampyo maki. Le kampyo, il s'agit tout simplement de calebasse, hein. Vous connaissez la calebasse. C'est vraiment le nom du légume, je suis allé chercher. C'est un cucurbitacé et en fait c'est coupé en fines lamelles, c'est mariné et c'est très sucré en fait et c'est mis en maki. Et c'est exactement ça, ça a cette apparence marron un petit peu. C'est très douteux au début, je vous jure c'est vraiment bon. Et c'est ça le maki originel. On a inari sushi, kampyo maki, et on passe au futomaki. Et le futomaki, c'est tout simplement en fait gros maki. Kampyo, vous le voyez, il y a aussi du tamago, donc de l'œuf, il y a du concombre, et on voit un truc un peu rose, un peu bizarre comme ça juste ici. Il s'agit de sakura dembu. Ce sont des flocons de poisson blanc déshydratés, assaisonnés et teintés d'un colorant rose. C'est pour ça que c'est rose et qu'on appelle ça sakura dembu. Bon, avec les sushis, on a un peu mis les pieds dans le plat, mais on va arriver vraiment dans le mastodonte des produits du supermarché japonais, c'est-à-dire les bento. C'est ouf, hein. En vrai, on est tôt le matin, là, je vous dis, ça ouvre pas avant 1h30, et pourtant, il y a déjà des trucs qui sont préparés, et on voit, c'est en train de s'atteler à la tâche de malade. Regardez, là, c'est derrière, là, c'est la préparation des bento, elle est folle. Oh, excusez-moi. Ça, là, c'est le truc de musique dont je vous parlais. C'est le Yobi Komikun, qui veut littéralement dire « elle vient par là ». Et c'est ça, en fait, qui diffuse une musique cheapo sa mort. Ça te rend dans... Non, c'est horrible. Bref, et comme par hasard, on l'a sur le truc des bento parce qu'effectivement, là, c'est le moment un peu plaisir coupable des Japonais. C'est le moment où ils se disent « ah là, il faut choisir le bento ». Et du coup, je veux vous présenter ça. La rockstar des bento, c'est le bento. Oh, il est encore chaud. Oh. C'est bien sûr la classique, le riz, le saké, donc le poisson, le saumon grillé, mais faut pas s'arrêter là. Il y a plein de petits trucs à côté. Donc là, typiquement, on a du radis, on a du okura, on a du tamago, on a aussi un truc un peu assaisonné. Il y a du sésame, il y a du gombo, il y a des carottes, il y a de la peau de tofu, là, donc le inari, et on a aussi un petit ravioli. Voilà, vous voyez, ça, c'est vraiment typique, le bento classique au Japon, et c'est incroyable. C'est 533 yens, 3 € ton repas. Ça part. Hop là. Les bento japonais, en fait, c'est juste fou, en fait, que ça soit l'ingéniosité, la préparation, l'équilibre des saveurs et même dans le goût, vraiment, c'est une masterclass. Et je pense que les Japonais eux-mêmes ne se rendent pas compte du niveau culinaire qu'ils ont juste à côté de chez eux. On parle souvent des combini, voilà, c'est super bon, c'est super sympa, mais au supermarché, ça se la donne de fou. Vous imaginez le temps de préparation pour faire ce genre de truc? En fait, c'est comme s'il y avait des restos dans chaque supermarché. Je trouve que c'est vraiment le gros point sur lequel la France, en fait, se fait annihiler par rapport au Japon. En fait, c'est les produits à consommer tout de suite. En France, on n'a pas beaucoup de ce genre de choses. Alors bien sûr, tu vas me dire, oui, il y a des sandwichs dans les boulangeries, heureusement. Mais sinon, bah en fait, quand tu arrives dans les supermarchés, c'est rare que tu puisses te dire, vas-y, il y a des trucs déjà tout préparés, s'il vous plaît. Ne me parlez pas des sushis tout préparés, s'il vous plaît. Ne faites pas ça. Ne mettez pas ça en commentaire. Pitié. Avec toutes les vidéos, maintenant, j'ai une réputation de connard, tu vois, quand je mange des sushis. Mais ça, je le mange, mais avec grand plaisir. À la limite, le seul point négatif que je donnerais, c'est que comme c'est fait pour les Japonais, eh bien, les quantités sont aussi adaptées aux Japonais. Moi, un bento, ça me suffit clairement pas. Je vois juste derrière, là,
Ici, il y a également des onigiri, mais voilà, il y a plein de goûts différents que vous connaissez pas. Donc il y a le umeboshi, ça c'est la prune séchée. Il y a le tarako, donc ça c'est les œufs de poisson. Il y a des trucs comme ça, il y a le okaka, voilà, juste ici. Mais bref, les bento tout préparés, c'est bien, mais c'est pas fini parce qu'il y a également les fritures. Regardez comment ça se la donne. Littéralement, là on a du poulet frit, mais à gogo. Encore une fois, hein, je vous le dis là, on est 8h du mat, c'est pas encore tout prêt. Mais c'est trop bon. Je sais que chacun de ces produits là, ça a été fait sur place, ça a été préparé le jour même et ça claque. Et c'est horrible à dire, ça là, ça mange KFC tous les matins. C'est vraiment incroyable. Et que ça soit aussi en termes de prix. Là on est à 229 yens, on est à 1,30 €. Non, mais comment tu veux lutter contre ça en fait? C'est pas possible. Donc là dans les fritures on a forcément le karaage, mais il y a également le tempura et il y a également aussi tout ce qui est coloqué, tout ce qui est friture qu'on appelle en japonais les agemono. J'ai même pas vu, mais tu vois ça s'arrête jamais. On a également les bento. Putain, il y a des okonomiyaki, il y a aussi des pâtes, il y a des trucs un peu plus western style comme ils aiment dire. Ça c'est des trucs qui sont déjà tout faits et qui n'ont pas été préparés ici. C'est pour ça que ça change. Oh putain, attends, du coup là c'est le fameux sakura denbu dont je vous ai parlé. C'est les flocons de poisson déshydratés blancs qui ont été assaisonnés avec une teinture rouge. Bref. D'ailleurs, parfois en France, devant le supermarché, il y a un camion de pizza. Au Japon, on a l'équivalent, mais c'est un yatai de brochettes. Et généralement, en fait, tu peux commander avant de rentrer dans le supermarché. Et comme ça, quand tu sors du supermarché, tu as déjà tes brochettes. Et tu peux choisir en fait entre deux catégories. Soit tu prends tes brochettes shio, donc qui veut dire sel, soit tu prends tare, qui veut dire sauce. Et c'est une sauce sucrée-salée. Et en parlant des sauces, il faut que je vous parle des sauces. On est juste ici dans le rayon des sauces et vraiment je pense que vous vous rendez pas compte de la variété de sauces qu'il y a au Japon. Shoyu, mirin, tare, ponzu, tsuyu, dashi, vraiment il y a plein de choses. Alors on va être honnête, à la base c'est toujours un petit peu la même chose. Il y a toujours un peu un fond de soja, il y a un truc, mais pour les japonais c'est complètement différent et ils ont même fait des sous-catégories. Typiquement la ponzu, qui est une sauce on va dire soja un peu légère et un peu on va dire acidulée, et bien il y a la ponzu par exemple pour la viande, il y a la ponzu pour les légumes, il y a la ponzu pour les préparations. Ils ont même tendance à faire des créations un peu bizarres. Je vais essayer d'en trouver. Alors voilà, il y a même des fusions de sauces. T'as le mentsuyu qui est juste ici, t'as le hontsuyu on va dire qui est un peu plus fort. Sinon si tu veux par exemple plus de grains, t'as le okime shoyu, tu vois. Là c'est du tsuyu, donc ça va bien par exemple avec l'oyakodon. En fait il y a trop de variétés et encore je vous le dis, là c'est que dalle. Tout ce que vous voyez juste ici là, c'est vraiment rien du tout en termes de sauce au Japon. Et en restant sur les sauces, on a aussi tout ce qui est en tube. Donc là par exemple, on a le oroshi ninniku, donc ça c'est pour les gyoza. On a aussi bien sûr le wasabi, on a le shoga qui est juste là, le karashi. Enfin, donc vraiment vous vous rendez pas compte de la variété de sauces et d'assaisonnement qu'il y a dans la cuisine japonaise. Et on continue un peu avec les sauces, avec les choses qui sont déjà toutes préparées. Et ça c'est banger de ouf. Typiquement ce curry là, vous le prenez, vous le mettez dans l'eau chaude. Terminé, c'est super bon, c'est délicieux, ça fait trop plaisir. Donc t'as du curry, t'as forcément 150 variétés de curry, hein, je veux dire dinner curry, lee curry, genre t'as même les trucs pour enfants, t'as même des trucs avec un pain dessus, t'as plein de variétés. Donc là curry. Là t'as un petit peu de trucs en mode champon, voilà, goya champelu, tout ça et tout. Mais il y a aussi des choses toutes préparées qui sont là-bas. Attendez, faut qu'on y aille là-bas là. Ça là, elle est là. Tu te dis, mais quelle bonne idée, des trucs tout prêts pour des sauces avec des pâtes. Plutôt que de te faire chier à faire une bolo, t'achètes juste ça, mets ton sauce, tu mets dedans, c'est super bon. Non, c'est faux. J'ai testé 2 fois, 3 fois, 12 fois. Je sais qu'en France il y a un débat, ouais, la vraie, la fausse carbonara, tout ça. Écoutez, sachez que vous avez trouvé un ennemi commun. C'est une catastrophe. Le pire, c'est que visuellement, c'est pas mal, tu vois. Non! C'est nul! Bref, la transition est toute trouvée. On va passer maintenant au rayon pâtes. Et vous voyez le rayon pâtes, c'est ça. Voilà, et cette taille-là, le rayon pâtes là. On a bien sûr des penne. Déjà, on a des penne, c'est rare. Hein. D'habitude, c'est spaghetti. Hein. Au Japon, t'as spaghetti ou parfois spaghetti. Putain, on a des tortellini, on a des trucs. Oh là là, la vache. Bref, je voulais surtout vous comparer en fait ici le rayon pâtes avec le rayon pâtes japonaises, tout ce qui est somen. Et regardez, là déjà, on a un peu plus de variété. Donc, on a ici des somen. Où est-ce que sont les udon? Les udon, elles sont juste en dessous. Il y a pas énormément de choix en vérité. Hein. Parfois, il y en a plus que ça. Là, après, on a les trucs qui sont déjà tout préparés avec les ramen. Voilà, où il faut juste mettre ça dans l'eau. Là, il faut juste faire bouillir. Mais ce que je veux que vous compreniez bien, c'est que si le rayon pâtes, voilà, fait pas le figure par rapport à ce qu'on peut avoir en France, eh bien en France, c'est le rayon riz qui fait pas le figure par rapport à ce qu'on peut avoir au Japon. Le rayon riz au Japon, il commence bien sûr avec des algues, suivi des furikake, ce sont les assaisonnements voilà, à mettre dans le riz. Il y en a d'ailleurs les assaisonnements qui vont jusque là. Ensuite, on a les barquettes, toutes préparées. Ça, d'ailleurs, cette marque-là, pourquoi vous faites pas des barquettes à 300 grammes 200 grammes, sérieusement? Je suis en minimoise ou comment ça se passe? J'ai faim, j'en prends 2 du coup. Oh. Et bien sûr, on arrive sur les packs de riz. Alors, les packs de riz au Japon, c'est vendu uniquement sous format quasiment de soit, allez, 3 kilos minimum. Ah, t'as 2 là? Putain, faut toujours qu'il y ait un truc pour me contredire.
c'est pas un cliché pour le coup. Regardez, je peux m'asseoir sur du riz, là. Il y en a de partout. Il y a plein de marques différentes avec chacune bien sûr des spécificités différentes et c'est logique parce que au Japon, il y a du riz absolument partout, que ça soit dans les sushis, que ça soit dans les bento, que ça soit par exemple dans les donburi, que ça soit dans la cuisine traditionnelle, il y a vraiment des bols de riz partout. Et du coup, petit aparté, si on a beaucoup de riz, par contre, on n'a pas énormément de pain au Japon. Alors là, il n'y a pas de boulangerie, mais dans le supermarché chez moi, il y a une boulangerie, parce que je pense qu'il y a beaucoup de Français à côté, donc c'est pour ça qu'ils ont mis une boulangerie. Par contre, il faut que vous testiez, c'est le choc-pain au Japon. C'est le pain de mie brioché. Ça, c'est banger, et c'est mieux qu'en France. Ah, ça fait mal, hein. J'étais obligé de vous parler du rayon alcool qui littéralement déborde. Ils ont mis un truc comme ça séparé pour mettre d'autres trucs parce que là ça tenait pas, il y en a beaucoup trop. Et ce qui me choque à chaque fois au Japon, c'est vraiment le packaging des canettes en fait. Il y a tellement de trucs, il y a des fruits, ça donne soif. Regarde, tu sais, c'est écrit même 0, 0, tu te dis c'est super bon pour le corps. Non, non, c'est écrit au saké, c'est de l'alcool. Hein. Je trouve il y a vraiment ce côté packaging qui est très trompeur. Et regardez comment il est long. Là on a des bouteilles de vin, voilà, ça continue. On a d'autres whisky, on a toujours des bières différentes. On a là encore des shots dessus, voilà, on avance. Le rayon alcool, il est monstrueux au Japon. Rendez-vous compte quand même par rapport à la taille du supermarché. Il n'est pas si grand finalement, c'est un supermarché de quartier. Mais j'avais dit dans une vidéo que les Japonais, ils consommaient beaucoup plus d'alcool que les Français. Alors qu'en fait, les chiffres de l'OCDE, qui est quand même un organisme assez sérieux, eh bien disent le contraire. Ils disent que les Japonais boivent beaucoup moins d'alcool que les Français. Et c'est là où, tu vois, je me retrouve devant des impasses en fait. Parce que, juste, je peux pas être d'accord. Parce que vraiment, quand je suis en France et que je dis que je bois pas d'alcool, j'ai aucune réflexion, il se passe rien. Il y en a beaucoup qui sont comme moi et qui boivent plus d'alcool en fait en France. Alors qu'au Japon, à chaque fois que je dis à un Japonais non, non, je bois pas d'alcool, il me dit ça va, t'es malade? Ah, t'as une condition physique qui fait que tu peux pas boire de l'alcool? C'est vraiment, je sens que socialement, en fait, boire de l'alcool au Japon, c'est très très différent de ce qu'on a en France. Et donc c'est pour ça, c'est pour toutes ces raisons en fait que j'ai du mal à croire qu'au Japon, l'alcool, ça soit pas un truc un peu plus balèze qu'en France. Et bien sûr, transition avec l'alcool, forcément, je dois parler bien sûr des bonbons, voilà. En fait, c'est assez intéressant parce que mine de rien, il y a beaucoup de bonbons qui sont faits pour les adultes. Non mais c'est vrai, honnêtement, tu regardes le rayon bonbons, il est beaucoup moins sexy que le rayon alcool. Par rapport aux deux, enfin je veux dire, lequel est le plus coloré, c'est le rayon alcool. Pas des bonbons. C'est des Nondoame. Ouais, mais enfin bon, c'est des bonbons pour la gorge qui font des fruits assaisonnements, machin, etc. avec plusieurs couches. Non, mais c'est des bonbons pour la gorge, t'inquiète pas qu'ils sont très très bons. On a des Haichu, bien sûr, qui sont très connus, on a des chewing-gums, etc. Bon, après, c'est assez classique. Mine de rien, je suis assez déçu. Le rayon bonbons chez moi, il est vachement plus conséquent. À la limite, si je peux vous présenter une marque, c'est celle-ci, c'est les purées. C'est des gummies tout simplement, donc un truc un peu gélatineux. C'est juste pour nous, purée, vraiment, le nom, ça donne pas envie. Juste après les bonbons pour enfants, les cigarettes, bien sûr. Oui, on peut acheter des clopes dans un supermarché au Japon. Il me semble qu'en France, c'est pas possible. Hein. Moi, en tout cas, j'en ai jamais vu dans les supermarchés que j'ai fait. Mais voilà, c'est tout à fait possible d'acheter des cigarettes au Japon. Et je trouve ça un peu... Enfin, je sais pas comment dire, j'ai un petit malaise à chaque fois quand je vois ça. Et d'ailleurs, en parlant des endroits où on peut pas aller avant 20 ans, on va justement visiter les bureaux. C'est la première fois que je visite des bureaux de supermarché et globalement, tu sens l'atmosphère, c'est le papier chaud là. Et forcément, si jamais vous êtes amené à visiter ce genre d'endroit, ce sera probablement pas dans les mêmes conditions que moi et vous serez à mon avis assis sur ce genre de table et vous allez avoir des problèmes. あそこにあるビニール袋、セルフサービスで商品をお客様が入れて、持って帰るんですけども、大量に持って帰るとか。 Les gens qui abandonnent leur panier ou encore ceux qui mettent le bazar dans les rayons. Effectivement, même au Japon, les incivilités, eh bien, elles augmentent. On appelle ça en japonais les meiwakoi et on pourrait traduire ça par nuisance. Alors, les mains baladeuses se multiplient au point où il y a carrément des contrôleurs déguisés en civils qui ont des caméras pour traquer les voleurs à l'étalage. Et moi, je vais pas faire de langue de bois comme ça là. Je vais vous dire, ce sont qui ces personnes qui foutent le bordel? Ce sont les personnes âgées. Ah, je vous le dis tout de suite, c'est pas les étrangers parce que sinon on aurait eu des gros titres partout dans les journaux, etc. On aurait eu des panneaux de prévention avec des gens au long nez comme ça pointus avec les cheveux blonds. Non, clairement c'est pas les étrangers. Vraiment, le problème des voleurs comme ça à l'étalage au Japon, ce sont les personnes âgées. Et ce phénomène qui connaît une croissance au Japon, eh bien, il est super intriguant. Parce qu'il y a des reportages, voilà, pour mettre en lumière ces délinquants des supermarchés, et vraiment que ça soit à la télé ou sur YouTube, vraiment, ça fait le buzz de fou. On est vraiment sur des millions de vues sur chaque vidéo. Après, je ne vous cache pas que les reportages japonais aiment bien grossir le trait, un peu. Faut avoir beaucoup, parce que la personne âgée qui a commis un petit vol, avec le montage, on a vraiment l'impression qu'elle a commis un braquage dans une banque à main armée et qu'elle a abattu des otages. Bon, j'abuse un petit peu. Mais du coup, comment ça se passe dans la réalité? 月に多いと2、3人、正直捕まります。それでやはり
店を出た瞬間に声かけします。事務所に来てもらう。やはりその後は警察での対応になります。やはり犯罪としては窃盗になりますので。Forcément, les personnes ont du mal à avouer qu'ils ont commis la faute et ça nous amène au second point qui est bien sûr pourquoi les gens volent. Alors ça, je suis sûr que vous savez déjà que les personnes âgées parfois commettent des vols tout simplement pour se faire attraper dans le but d'aller en prison parce qu'ils sont mieux en prison que dehors. Oui, c'est un phénomène qui existe, mais en vérité proportionnellement, il est très négligeable par rapport à l'entièreté de la population japonaise. Donc si certaines personnes au Japon commettent des vols, c'est juste par rapport au prix. L'inflation japonaise en ce qui concerne les denrées alimentaires a juste explosé. On est à 12,9% d'augmentation. Donc fatalement, il y a des gens qui n'arrivent plus à s'en sortir et là où les Japonais étaient assez connus justement avant pour acheter les produits qui étaient chers systématiquement en pensant justement qu'ils étaient de meilleure qualité, eh bien la tendance commence un peu à s'inverser. Alors du coup, sur quel genre de produit un supermarché japonais fait des efforts pour maintenir ou encore baisser les prix? 便利スーパーでは週に1回チラシが入ります。これに合わせて今日は例えばお肉が安いですよとか、今日は刺身が安いですよとか、お買い求めやすい価格で、お客さんに来てもらうための、商品を、チラシの中に入れてですね、販促しています。 Personnellement, si j'ai 5 recommandations de produits à acheter dans un supermarché japonais, ce serait en premier un bento. Ça, c'est clair, vous l'avez compris, c'est juste incroyable ce qu'il peut avoir ici au Japon. En deuxième, ce serait le natto, parce qu'effectivement, il faut le tester, hein, c'est important. Ensuite, le raisin, si jamais il y en a, parce que comme je vous l'ai dit, il a un goût vraiment différent et je trouve ça super intéressant. En quatrième, ce serait la zeli, donc c'est la gelée japonaise. On n'a pas ça en France en fait, donc du coup, essayez de découvrir, ça a une texture très marrante. Et enfin, en dernier, beaucoup moins exotique, mais le shokpain, le pain de mie japonais. Et c'est un petit peu ma Madeleine de Proust en fait, parce que mon grand-père, il prenait des tranches de pain de mie comme ça qu'il mettait dans les grille-pains. Il attendait que ça soit à la couleur kitsuneiro, donc on appelle ça couleur de renard en fait. C'est légèrement grillé mais pas trop. Il mettait du beurre dessus et je mangeais ça tous les matins. Peut-être que je suis biaisé à cause des souvenirs, mais en tout cas j'ai vraiment l'impression que le pain de mie au Japon c'est quelque chose. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo, vraiment c'était incroyable pour moi de privatiser un tel lieu. Les clients ne vont pas tarder, c'est totalement faux, ils sont déjà à l'intérieur en train de consommer, il y en a déjà qui sont sortis. Vraiment il y a un engouement de malade pour ce supermarché. Sur ce, écoutez, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Tchuss.